Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Marie-Claude Aigri. Au moment où les propositions éducatives se multiplient, où les méthodes d'apprentissage précoce sont presque immédiatement médiatisées, où la volonté d'innover se conjugue à l'intérêt pour la performance, où l'inquiétude de l'avenir pèse sur les pédagogies du présent, l'équipe du CERP a souhaité revivifier les références théoriques en sciences humaines et rappeler la pertinence de la pédagogie active dans l'accompagnement des jeunes enfants. L'expérience du CERP, ses liens avec le monde de la petite enfance, articulés avec la formation initiale et continue des professionnels, l'incite à questionner voire à alerter sur des dérives somme toute inquiétantes. En quelques décennies, les connaissances sur l'enfant et sa famille depuis l'anténatal jusqu'au jeune adulte se sont considérablement accrues en même temps que leur diffusion et leur vulgarisation s'accompagnent trop souvent de la simplification de connaissances extrêmement complexes. Parallèlement, la diversité des formes familiales est désormais explicite et entraîne de nombreux remaniements dans les représentations. Bien des certitudes éducatives disparaissent, et de nouvelles formes d'expérimentation se succèdent à des rythmes accélérés. Parfois le recul et le temps nécessaires aux adaptations, aux ajustements manquent. L'actualité impose, sans polémique, mais sans complaisance, de questionner les propositions de prise en charge des enfants et en particulier des tout-petits. Des innovations peuvent être créatrices de mieux-être pour les enfants, les familles et les professionnels. Pourtant, le risque est grand que certaines autres, insuffisamment nuancées, parfois excessivement normatives ou même intrusives, risquent d'empêcher, d'entraver, de parasiter les découvertes spontanées, de ralentir ou d'accélérer des apprentissages individuels. À l'heure où, à juste titre, l'accueil de l'enfant et de ses parents est considéré comme un enjeu de société, où la prévention précoce est au cœur des politiques de lutte contre la souffrance psychique et sociale, il serait fondamental de reconnaître les spécificités de la petite enfance, de distinguer la période des bébés, celle des tout-petits, celle des jeunes enfants et celle des grands-enfants. Il serait juste de ne pas confondre les besoins et les compétences du bébé avec ceux d'enfants plus âgés, de ne pas importer des uns aux autres des façons de dire ou de faire et d'éviter les préconisations trop précoces, parfois absurdes. Il paraît tout aussi indispensable de tenir compte de l'inachevé du bébé, et de la lente maturation physique, psychique et psycho-affective qui se poursuit sur plusieurs années, avec tension et souffrance, dans la confrontation au monde extérieur, pour toutes les propositions d'accueil et d'accompagnement d'enfants et de leurs familles. Les textes qui sont présentés dans cet ouvrage collectif sont le fruit de la rencontre organisée par le CERP, le 25 mars 2015 à Aubervilliers, et du dialogue entre des éducateurs de jeunes enfants et des psychologues, pédopsychiatres et psychanalystes qui ont accepté de témoigner de leurs travaux et de leurs expériences. Ils gardent ainsi le style de la transmission orale dont ils ont d'abord fait l'objet. L'articulation entre l'expérience de terrain et la réflexion théorique ouvre sur la mise en sens des pratiques auprès des jeunes enfants. S'occuper de jeunes enfants est un métier inventif qui demande un esprit créatif, et surtout de ne pas perdre de vue le sens des actes éducatifs, des gestes quotidiens et des paroles adressées aux enfants et aux adultes, parents et professionnels. Ce livre donne la parole à des professionnels de la petite enfance, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, afin que leurs réflexions sur leur propre expérience nous invitent à ne pas séparer la pratique de la théorie. Le sens de l'acte éducatif est sans cesse à remettre à l'ouvrage, pour ne pas figer les pratiques, ne pas répondre de manière normée, mais rester dans la recherche de solutions sur mesure, adaptées à chaque enfant et à chaque famille dans leur singularité. L'environnement, c'est le social, l'entourage humain du bébé. La construction psychique du bébé, en tant que sujet, s'appuie à l'origine sur la relation à l'autre, sur les liens qui se tissent au fil des échanges entre le bébé et sa mère, puis entre le bébé et les professionnels qui l'accueillent. L'une des grandes découvertes de la psychanalyse des bébés, explique Bernard Gols dans son texte, est l'idée que les processus de pensée, le langage et la symbolisation s'inscrivent non seulement dans les premiers liens avec sa mère, mais dans la complexité des processus de filiation et d'affiliation familiale. La socialisation primaire s'appuie sur 4 chantiers de développement, dira Bernard Gols. L'autoconservation, les liens d'attachement, l'intersubjectivité et la régulation pulsionnelle. Le prendre soin du bébé est d'abord à penser en termes d'individualité,
et non de collectivité. Myriam Ras poursuit cette idée sur la base de l'immaturité du bébé et de sa très grande dépendance vis-à-vis des personnes qui prennent soin de lui dans sa famille, puis dans le lieu d'accueil. C'est à cet endroit qu'elle nous permet de réfléchir à une manière de considérer à la fois l'immaturité du bébé et ses nombreuses compétences, ce que nombre de pratiques professionnelles mettent en opposition. Il est possible de penser l'environnement d'accueil en tenant compte du temps du développement de chaque enfant, de son rythme, de ses capacités d'auto-apprentissage et d'activité autonome, tout en préservant sa sécurité physique et affective. Martine Lestrade réintroduit la dimension de l'inconscient et du pulsionnel, de l'imaginaire et du symbolique pour penser l'accueil des bébés en collectivité. La question de la place faite à l'enfant ne relève pas seulement des connaissances transmises lors de la formation professionnelle, mais également de sa place dans l'imaginaire des professionnels, au sein d'une société qui gomme les différences et les générations. Une société qui tente à la modélisation de l'enfant et de l'environnement qui l'accueille, ce qui va de pair avec les méthodes introduites dans les crèches, par les bambins, communication gestuelle, Macathon, gestion des émotions, et d'autres encore, promues comme des techniques de pointe pour amener l'enfant au langage, à la socialisation, à l'expression ou à l'empathie émotionnelle. Inutile en effet d'échapper aux pulsions de mort et à la haine, pour se contenter d'aimer l'enfant ou de vouloir le bien des familles. Seule, la reconnaissance de l'emprise des pulsions dans l'acte de soin apporté au bébé permet en effet de mettre de côté la jouissance qui traverse tout professionnel face à l'enfant. L'enfant réel n'est pas celui de la réalité, c'est à la fois l'enfant de la science et l'enfant de l'idéal, l'enfant du mythe. Et cet enfant-là est à repenser dans sa subjectivité, sa singularité et ses réalités. Faire place à l'enfant de la réalité, c'est d'abord tenter d'échapper à l'illusion et au pouvoir. Illusion et pouvoir sur l'enfant et sur les parents. Cette reconnaissance des effets de l'imaginaire et du réel, effets du social, du politique, mais aussi des préjugés sur les pratiques professionnelles est fondamentale pour mener une réflexion qui ne masque pas les enjeux complexes dans lesquels le bébé et ses parents sont pris. C'est aussi mener une réflexion sur le délicat et complexe métier des professionnels de la petite enfance dans l'accompagnement des enfants et des parents, dans les lieux d'accueil. Le témoignage de Valérie Legrand, éducatrice de jeunes enfants, porte un regard nouveau sur le rôle de l'éducateur. Donner à l'ensemble des professionnels auprès des enfants, le fil rouge de l'intérêt du travail auprès des tout-petits. Cela passe par ce qu'elle nomme les nourritures psychiques, pour mieux supporter la routine du quotidien. L'ambiance de l'environnement, sa fonction contenante, est une ambiance qui se fonde sur la connaissance des besoins individuels des jeunes enfants afin de ne jamais ébranler l'adulte qu'il va devenir. Lorsque nous accueillons un bébé avec ses parents, en effet, nous accompagnons l'enfant plus grand, l'adolescent, la femme ou l'homme, la mère ou le père qu'il va devenir dans la société où il s'inscrit. C'est dans cette perspective que le CERP a créé en 1995 le multi-accueil de Clichy-sous-Bois, à l'origine dirigé par Sylvie Hamel et aujourd'hui par Valérie Boittiot. Depuis plus de 20 ans, les professionnels de ce lieu donnent un visage à l'accueil de l'autre, d'où qu'ils viennent, des mères et des pères, en grande précarité et de leurs bébés. Claudie Cheboldaef, Valérie Boittiot et Marie-Claude Aigri, puis Kolo Diawara nous font entrer dans cet espace, à l'abri de la rumeur du monde, où chaque enfant et chaque famille sont attendus et accueillis dans leur originalité et leur singularité. Ce lieu institué, comme tant d'autres, est un espace de prévention précoce, un lieu de passage d'une culture à une autre, d'une langue à l'autre, de la famille à l'école. Un lieu de séparation où les parents sont reconnus comme les meilleurs éducateurs de leur enfant, car on ne peut parler d'un homme qu'en le considérant avec l'accumulation de ses expériences culturelles. Accueillir, c'est accompagner l'originalité, la singularité de chaque enfant et de chaque famille. C'est donner une place à chacun, parents, enfants, professionnels, dans le cadre d'un accueil où chacun a une place mais ne prend pas toute la place. C'est accueillir l'autre avec les compositions culturelles qui le constituent dans son milieu familial, dans le cadre de la culture d'accueil. La construction de la relation à l'autre, intersubjectivité et socialisation primaire. Bernard Gols. J'accorde beaucoup d'importance aux métiers de la petite enfance. Ce sont des métiers formidables, formidablement difficiles et intéressants. L'approche piclérienne a changé quelque chose dans ma façon de voir la petite enfance.
Il y a dans les travaux de l'Institut Pikler-Lotchi une façon de comprendre les débuts de la vie psychique des enfants, la construction de leur relation à l'autre, de l'intersubjectivité et de la socialisation. Beaucoup de choses ont été dites par ailleurs, mais cette approche apporte des choses fondamentales. C'est le support d'une humanité précieuse, et particulièrement précieuse en ce moment. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital de Saint-Vincent de Paul où il y avait un service de pédopsychiatrie fondé par Michel Soulet, qui recevait des bébés, des enfants et des adolescents. Je travaille aujourd'hui à Necker dans un service qui reçoit également des bébés, des enfants et des adolescents. 3 problématiques m'animent. Premièrement, le développement psychique, l'instauration de l'appareil psychique chez l'enfant en général, comment cela se passe, qu'est-ce qu'on peut en dire, comment on peut se le représenter, comment on peut en tenir compte dans notre façon de s'occuper des tout-petits. Deuxièmement, l'autisme infantile et les différents troubles qui s'y rapportent. Troisièmement, dans la mouvance de Michel Soulet que j'évoquais à l'instant, l'adoption. Ces 3 thématiques ne sont pas indépendantes. Ce qui les réunit pour moi, c'est la question du lien, de la mise en place des liens primitifs, des difficultés ou de l'échec de l'instauration de ces liens. Le travail principal du bébé, c'est de mettre en place des liens primitifs avec son entourage, avec son environnement, avec lui-même, de se les représenter mentalement, cette représentation du lien par le bébé ne pouvant évidemment se faire que grâce au lien dans le lien et par le lien. Le bébé arrive dans un monde où il y a déjà de la pensée, du langage et des relations qui se sont structurées et organisées dans la famille dans laquelle il arrive, avec les parents, mais aussi avec les autres enfants s'il y en a déjà. Et pourtant chaque enfant va avoir à faire un travail très actif avec les adultes qui vont s'occuper de lui, les parents d'abord, les professionnels ensuite. Chaque bébé va avoir activement à faire ce travail avec les adultes qui l'accueillent, reconstruire pour se les approprier les processus qui vont lui permettre de rentrer dans la pensée, de devenir un locuteur de sa propre langue, s'approprier les interactions linguistiques et reconstruire aussi les mécanismes qui vont lui permettre de trouver sa place dans l'histoire de sa famille, les processus d'inscription dans la filiation, maternelle et paternelle et aussi de s'inscrire dans son groupe actuel, c'est-à-dire, pour la famille nucléaire, les parents et la fratrie. Ce qu'on appelle les processus d'affiliation. Tout cela en général se passe bien, et on oublie qu'il s'agit pourtant d'une tâche très délicate, d'un travail très coûteux psychiquement. C'est d'ailleurs une règle dans le développement, ce n'est pas parce que les choses se passent bien qu'elles sont aisées et simples. Un petit pourcentage d'enfants, notamment les enfants autistes, n'arrivent pas à entrer dans ces processus, dans la symbolisation, dans le langage et n'arrivent pas à trouver leur place dans l'histoire de leur famille et de leur groupe actuel, nous montrant ainsi l'ampleur et la complexité de ces processus. C'est toujours plus difficile de décrire ce qui va bien que ce qui ne va pas. L'histoire des connaissances en particulier en psychopathologie et en psychanalyse démarre par les cas pathologiques pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, et remonter tout doucement à ce qui marche, à une meilleure description de ce qui marche dans la plupart des cas. Aujourd'hui, quelle idée peut-on se faire de ces processus de développement normaux qui vont permettre la construction de la relation à l'autre, pour les enfants qui vont bien? Dès que le bébé arrive sur Terre, je laisserai la grossesse de côté, à partir de la naissance, du moment où il sort du corps de la mère, il y a au moins 4 grands chantiers de développement qui s'offrent à lui, chantiers qui se développent conjointement et simultanément de manière assez intriquée. Le chantier de l'autoconservation, qui va permettre au bébé de vivre, que son corps vive. Un certain nombre de choses se sont déjà enclenchées pendant la grossesse. À la naissance cependant, il faut que s'enclenche un certain nombre de fonctions vitales, la respiration aérienne, la faim, la soif, les processus de digestion. Si ce chantier fondateur ne s'enclenche pas, la suite de l'histoire s'arrête. C'est un moment très important pour tous ceux qui sont présents à l'accouchement. Un moment où l'on est en suspens, les équipes disent qu'on attend le cri. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.